Bonsoir les amis, merci de vous manifester en nous rassurant que le son, l'image, tout va bien et que vous nous recevez 5 sur 5. S'il vous plaît. Voilà, un petit message et puis un petit coucou pour qu'on sache que vous nous entendez très très bien afin qu'on puisse y aller sans crainte. Donc on sera en direct avec Armel. Armel, ce que vous pourrez faire aujourd'hui, c'est de nous appeler d'entrée de jeu, hein. Ce sera un échange, un peu notre vision tous les deux. Elle peut être contradictoire de la perception que nous avons des 42 ans de pouvoir du président Biya au Cameroun. Donc vous pouvez nous appeler d'entrée de jeu, cher Armel. C'est quand vous voulez. Comme ça, on y va. On se donne une petite heure. Et c'est fait, bon, les gens, ceux qui sont intéressés regarderont après. Il n'y a pas de problème. Donc faites-nous un petit coucou pour savoir si vous nous suivez très bien, si vous nous captez, si le son, l'image, tout est OK à votre niveau. Est-ce que vous nous entendez? Merci de me rassurer, s'il vous plaît. Sommes-nous bien entendus? Est-ce que vous nous entendez, les amis? Si oui, un petit signe, un petit coucou, et puis je saurai que tout va bien de votre côté. Ok, ok. Donc, ça va. Il y a des gens qui me disent qu'ils entendent très bien. Voilà, Armel, vous êtes là. Je vous vois, c'est bien. Cameroun, mon pays, dit c'est ok. Alors, Cameroun, mon pays, j'ai toujours été intrigué par votre appellation. C'est Cameroun, mon pays, c'est une organisation, c'est une association ou c'est un particulier qui a choisi de s'appeler comme ça. Ah, ce serait bien de nous dire un tout petit peu. C'est pas pour faire les flics, hein, c'est juste pour savoir un tout petit peu, comprendre tout l'écosystème de ceux qui sont avec nous. Bonsoir, mon cher frère Atem, Atem qui est du côté de la Tunisie, hein, ce grand pays au temps de Ben Ali. Et bien avant Ben Ali, il y avait Bourguiba, le président Bourguiba qui a travaillé à construire un grand pays, pays qui faisait la fierté d'ailleurs, hein, tout le monde est d'accord qu'au temps de Bourguiba, d'ailleurs, c'était une destination très courue à l'époque. Pas mal d'étudiants africains allaient faire des études de ce côté-là. Il y a une base infrastructurelle qui n'avait rien envié à l'Europe. La preuve, les produits tunisiens sont les rares produits qui rentraient sur le marché européen à l'époque en le doigt dans le nez, hein, les doigts dans le nez, sans problème avec les normes et tout. Donc c'est dire qu'il y avait un haut niveau d'éducation et qu'il y avait une base d'industrialisation qui était sérieuse. Bonjour cher Atem, notre frère du Cameroun, de la Tunisie, pardon, notre frère de la Tunisie qui est avec nous. À Cameroun, mon pays, dit que c'est un particulier qui vit à Paris. Ah d'accord, salut à toi cher frère. C'est un plaisir hein, d'être là avec vous. Donc Armel, si tu es prête, ben, tu appelles et puis on va lancer, hein. Ou alors je commence
et puis tu nous prends en cours de chemin. Je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on soit nombreux. Les autres pourront voir après, ceux qui le veulent. Alors, les amis, bonjour. J'ai été cette semaine interpellé par la pléthore de débats, de plateaux de télévision qui ont été organisés au Cameroun pour célébrer le 1 an de plus de la gouvernance du président Biya. C'était le 6 novembre, donc cette semaine. Et voilà, on a vu beaucoup de plateaux avec des ministres, des responsables gouvernementaux, chacun allant mouiller le maillot pour défendre le champion et voir le bilan du champion. J'ai particulièrement été interpellé par un plateau sur la CRTV où il y avait le ministre Jacques Famin Ndongo, un homme politique de l'opposition, et puis voilà, d'autres personnalités. Déjà, je veux noter un truc qui m'a semblé assez curieux et inhabituel. C'est le ton empreint d'humilité et quasiment de beaucoup de modération du ministre Famin Ndongo. C'est quelqu'un qui, en général, cela peut être un peu trop, mais là, bizarrement, il était très courtois, très modéré et même assez humble dans l'approche du débat. Et j'ai trouvé que c'était bien. Et vous savez que notre devise ici, c'est qu'on ne voit pas le mal partout. Quand il y a des choses qui sont bien, il faut les souligner. C'était tellement inhabituel que voilà, je me suis dit, allez, à l'occasion, j'en parlerai. J'ai pas compris ce qui s'est passé, qui a pu susciter un tel choc de métamorphose. En tout cas, on a eu sur ce débat que j'ai vu, c'est un débat assez apaisé. Je crois qu'il y avait une personne qui était entre guillemets censée représenter l'opposition. Bon, mais d'une manière générale quand même, il y avait un consensus pour dire que le président Biya, il est beau, il est gentil. Ce sont les autres qui sont méchants. La rengaine habituelle. Donc voilà, à ce niveau, ça changeait pas beaucoup, hein. C'était un discours qu'on connaît déjà. Donc, quand on a dit ça, et on peut s'intéresser au fond de ces débats. Le fond du débat, c'était ce que je viens de vous dire. C'était, allez, on est quasiment sur de la satisfaction, hein, du bilan de ces 42 ans au pouvoir. Bon, personne ne se serait fait harakiri en venant prétendre le contraire, hein. Vous êtes de la mangeoire, vous n'êtes pas de la mangeoire. Mais si vous êtes de la mangeoire, c'est pas à vous d'aller dire sur les plateaux de télévision qu'il y a des échecs, des insuffisances, bref, que les choses ne marchent pas. Donc, ils étaient dans leur rôle, à mon avis. Bon, alors, c'est en regardant ce débat que je me suis dit, mais tiens, au fait, on pourrait, en guise de communication ce week-end, évoquer ces 42 ans au pouvoir du président Biya, vraiment en toute objectivité, hein. C'est-à-dire que moi, j'aime pas faire des procès à charge, hein. J'aime bien garder de l'objectivité dans tout ce que je fais comme démarche. J'aime bien que ce soit toujours guidé par l'objectivité, parce que voilà, l'objectivité, c'est elle qui confère la crédibilité. Donc, voilà, on va essayer de voir ensemble. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui vont vouloir participer. Vous savez, nous, on aime bien nos communications confidentielles. On n'a pas trop de gens, on est un petit nombre de personnes et on peut se comprendre, on peut s'entendre entre nous et partager plus tard sur d'autres plateformes pour que voilà, les masses populaires puissent s'abreuver pour ceux qui souhaitent s'abreuver, hein. Vous savez qu'il y a pire que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Et nous sommes justement dans ce cas dans notre pays aujourd'hui où il y a une masse de gens qui gagneraient à avoir cet accès qui est pourtant démocratisé au savoir, mais qui se refusent à apprendre. Ils se refusent d'apprendre, on ne veut pas. Et donc ils restent dans les certitudes, dans cette ignorance. Alors, bonjour à Céline qui nous rejoint. Vous allez bien, Céline? Content de vous savoir là avec nous. Voilà, donc parlons de ce bilan. Le président Biya arrive au pouvoir en 1982.
Alors, la première de ces grandes réussites, c'est d'avoir suscité de l'espoir. Beaucoup de gens ont cru en lui. Voilà un type qui s'est fait aimer sans effort. Hein, les Camerounais l'ont tout de suite adoubé. On aimait bien son petit minois, son petit côté sexy, avec son faciès d'enfant biberonné au Nutella toute sa vie. Et il avait quelque chose d'assez plaisant, hein, qui a tout de suite agrégé l'ensemble des Camerounais. La preuve, quelque temps après, il a eu une formidable tournée dans l'ensemble du territoire national qui a permis que le pouvoir traditionnel, que l'ensemble des pouvoirs traditionnels que nous avons dans le Cameroun, que tous ces pouvoirs lui fassent allégeance. Donc on lui remette en quelque sorte une part de pouvoir détenue par chacun des peuples camerounais. Bon, pourquoi ça? Ben, c'est parce que voilà, c'était séduisant de voir ce jeune président, quelqu'un de discret du temps de son autre parcours avant la présidence. Et donc voilà, c'était prometteur. Il hérite, pardon, de quoi? Il hérite d'un pays prospère. Il y avait, au-delà des questions matérielles, hein, parce que moi je ne vois pas toujours la prospérité sous le prisme du matériel. Au-delà des questions matérielles, il hérite d'un pays qui, sur le plan de vue mental, sur le plan de vue des mentalités, sur le plan de vue des consciences populaires, est un pays qui était assez stable. Au Cameroun, à l'époque, les mots qu'on entendait, c'était mérite républicain. Ouais, moi, j'ai grandi en entendant ce mot tout le temps. Le président Ahidjo, donc le premier président du Cameroun, il ne ratait jamais une occasion de le dire. Il parlait de révolution verte et d'un tas de concepts comme ça qui ont ancré les Camerounais dans une espèce de moralité. Il y avait une vraie morale dans l'ensemble du pays. Il n'y avait pas de gens qui déployèrent l'argent public. Bref, le président Biya hérite d'un pays qui est plutôt prospère. Maintenant, sur le plan économique, on peut en dire autant. Il y avait un tissu d'entreprises étatiques qui tapissait l'ensemble du territoire national. Quand vous alliez à l'Est, il y avait Sophie Bell Belabo. Reveniez à Sanaga Maritime, vous aviez Alucam, Celucam, Socatral, bref, tout un tas d'entreprises locales qui permettaient de fixer les populations. Hein. Donc, il n'y avait pas besoin de faire de l'exode rural pour trouver un travail. Non, Ahidjo avait vraiment une vraie vision qui était celle de déconcentrer le développement dans l'ensemble du territoire national. Et donc, cette déconcentration a vu donc germer ces différentes entreprises dont je vous parlais, Sceaux de Coton au nord et tout ça. Donc, sur le plan aussi économique, le pays était plutôt prospère en surliquidité. La preuve, on avait des banques à l'international où de l'argent camerounais avait été placé en DAT, hein, donc produisant des intérêts pour les générations futures. Donc, voilà le contexte dans lequel le président Biya hérite du pouvoir en 1982. Alors, s'il faut qu'on analyse son bilan, oui, c'est un numéro WhatsApp, Céline. Céline, tu peux appeler, vous pouvez appeler, pardon, sur ce numéro, il est WhatsApp, il n'y a pas de problème. On va vous recevoir 5 sur 5, chère Céline. Donc, quand il est là, quand il arrive, le président Biya, le contexte est un contexte plutôt très favorable. On est en surliquidité, on a un pays où les gens sont stables mentalement. Hein. Il n'y avait pas de rigolade à l'époque. Hein. À l'époque, vous détournez de l'argent public, vous passez au poteau tout de suite. Il n'y a pas de discussion. Et donc, c'est un Cameroun où les Camerounais ont la crainte de la chose publique, où les Camerounais ont un respect du label Cameroun. C'est un Cameroun qui est respecté à l'international, hein, parce que oui, parce que c'est un ministre camerounais qui me l'a dit un jour, Issa Tirouma, qui me disait que quand eux, ils étaient en Europe à l'époque, être camerounais était un label de fierté. Voilà, donc pour vous dire un peu à quel niveau on en était. Donc, il arrive dans ce contexte. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il fait de ce Cameroun. Il pose un premier acte qui est a priori un acte positif, qui était de dire, bon, allez, on a ça, les ventres sont pleins, il y a le plein emploi, on est en surliquidité, les esprits sont stables, et donc on va libéraliser la parole.
Donc il y a eu l'avènement des démocraties avec le fameux vent de l'Est qui a soufflé, le sommet de la Bolle, le Cameroun embrasse donc les chemins de la démocratie. Donc tout le monde commence à parler. Moi, avec du recul, je ne pense pas que c'était une mesure honnêtement salutaire pour notre pays. Hein, parce que ce n'est pas la démocratie qui amène le développement dans un pays. C'est une fausse idée. Ça fait partie des fausses idées reçues, quoi. La démocratie n'a pas. Le développement d'un pays n'a pas pour corollaire la démocratie. On a beaucoup de pays qui sont stables, qui sont bien, avec une très belle base de développement, qui ne sont pas forcément des démocraties. Je crois que ce qui est un corollaire au développement d'un pays, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens de telle sorte qu'ils puissent arriver à un niveau de savoir, d'expertise, qui leur permet de pouvoir créer de la valeur, et cette valeur va être partagée. Et donc on a un bonheur partagé, redistribué pour tout le monde. Donc avec la création de la démocratie, je crois que dans son subconscient à lui, il s'est dit, bon voilà, ça fera partie des avancées. Bon, mais ça a été une catastrophe, parce que je sais, et je vous parle d'autorité aujourd'hui, que ceux qui ont encouragé les Africains à embrasser les sentiers de la démocratie, alors qu'il y avait des constructions, des États, il fallait construire des niveaux de conscience populaire très élevés, avant que ces niveaux de conscience populaire ne soient là, ceux qui ont encouragé l'Afrique dans les chemins de la démocratie savaient qu'on allait aussi dans les chemins de la perdition. Parce que regardez, qu'est-ce qui se passe en Afrique aujourd'hui? Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est que toute la vie est polarisée sur les élections. Il y a une élection et puis on commence à attendre l'autre élection. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les élections qui font bouillir la marmite? Non. Est-ce que c'est les élections qui créent des emplois? C'est les élections qui scolarisent? C'est les élections qui participent aux soins? Non. Et pourtant, on dépense beaucoup d'argent. On fait de quelque chose qui, à mon avis, est un épiphénomène. Hein. Choisir, normalement, quand tout se passe bien dans un pays, franchement, les gens ne s'intéressent même pas de savoir qui est président ou qui ne l'est pas. L'important, c'est que voilà, le pays marche, que chacun trouve son compte. Donc, le président Biya, il amène cette histoire de démocratie. Les gens se sont rués dessus. Il y a eu des partis et tout et tout. Bon, pour les résultats qui sont mitigés, parce que je vous le dis, quelle est ma vision des choses? Moi, je ne pense pas que c'est le sentier qu'il fallait forcément embrasser. Il fallait continuer à conforter les Camerounais dans l'idée que ce n'est que le travail qui libère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une bonne base qu'Aïdjo avait créée, avec justement même ce président Biya, puisqu'il était l'un de ses lieutenants à l'époque. Il fallait simplement continuer sur cette lancée. La problématique que a engendré la venue de cette démocratie, c'est qu'elle avait pour corollaire la liberté d'expression, l'existence d'une société civile dont le destin ne dépend pas entièrement du pouvoir politique. Mais si vous laissez la parole, la possibilité de s'exprimer à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas un propos sensé, capable d'apporter une valeur ajoutée dans l'espace discursif public, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça crée une terrible cacophonie. Nous y sommes là. Regardez les réseaux sociaux. Regardez tous les gens qui prennent la parole pour parler. On est plutôt dans une confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des peuples qui élèvent leur niveau de conscience populaire. Mais qui sont les professeurs, ceux qui font œuvre de pédagogie, de transmission pacifique des savoirs dans ces agoras? Ben, c'est des gens eux-mêmes qui ont une éducation qui n'est pas complète. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de super pernicieux pour notre pays aujourd'hui. L'une des premières décisions qu'il faut prendre pour quiconque va vouloir demain offrir un autre avenir au Camerounais, l'une des premières décisions à prendre, c'est de mettre un holà rapide à cet état de lieu, là, ce désordre ambiance que nous voyons. Et le désordre, c'est la prise de parole intempestive, même par ceux qui n'ont rien à dire. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous avons des gens qui sont ignorants et on permet à d'autres personnes ignorantes de les abreuver d'ignorance. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on est dans quelque chose de très grave. Donc, sur le plan des démocraties, il y a eu ce que lui, il a considéré comme une avancée, mais qui, avec du recul aujourd'hui, quand on analyse, je ne pense pas que ça partait d'un mauvais sentiment, hein, mais quand on analyse avec du recul, c'est un échec. Franchement, la démocratie avec le président Biya, c'est un échec.
C'est tout ce que je peux dire hein, quand on regarde aujourd'hui. Bon, on nous a dit qu'on était dans une société de liberté désormais. Ça aussi, j'ai beaucoup de doutes. Quand j'étais gamin, ma mère était présidente d'un bureau de l'UPC. Et en qualité de présidente d'un bureau de l'UPC, elle s'est liée d'amitié avec une femme qu'on appelait Gertrude Homoc. Alors, beaucoup de gens de la nouvelle génération ne doivent pas connaître ce nom. Alors, Gertrude Homoc, c'est une femme de l'UPC, des caciques hein, qui ont commencé le combat ici en Europe et puis qui ont été quasiment interdites de séjour pendant de nombreuses décennies au Cameroun. Soit idiot, elle ne pouvait pas mettre les pieds, et même quand elle est revenue au Cameroun sur Biya, pour vous dire qu'on a assisté quand même à un fabuleux double langage qui continue jusqu'aujourd'hui, parce que on entend le président Biya dire non, tout va bien, au Cameroun, on n'arrête plus les gens pour leurs idées, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu ça à l'époque. Cette femme-là, Gertrude Homoc, les anciens la reconnaîtront, elle était cachée chez nous. Ma mère la cachée chez nous. Elle ne pouvait pas rester. Euh, 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 elle sortait pas en journée. Elle avait un masque qu'elle mettait une fois la nuit tombée et savait que ce masque qu'elle sortait pour faire ses différents rendez-vous. Hein, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. Ma tata Gertrude, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Un petit coucou à elle. Donc, nous, on l'a cachée chez nous pendant des mois et des mois. Elle dormait chez nous. Et donc, mais c'était sous le président Biya. C'était pas sous Aïdio, c'était sous le président Biya. Donc, cette femme-là, elle n'avait pas peur pour rien. Elle avait. Vous pouvez appeler à ce numéro, Céline. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez essayé d'appeler, Céline? Essayez d'appeler. Je vais voir ça tout de suite. Céline, appelez à ce numéro-là. C'est un numéro WhatsApp, donc vous appelez sur WhatsApp et puis vous serez connecté. Ou alors, sinon, vous laissez-moi votre téléphone et puis je vais vous appeler. D'accord? Voilà, chère Céline. Je vous sens très enthousiaste aujourd'hui à l'idée de participer. C'est pas souvent le cas. Bon, mais peu importe. Donc, pour revenir à ce qu'on était en train de se dire, merci Martin pour le compliment. Euh, non, n'envoyez pas d'invitation, vous appelez tout simplement, et puis vous serez en direct avec nous, chère Céline. Appelez ce numéro, d'accord? Et puis on vous aura. Donc, cette femme-là, Gertrude Homoc, elle habitait, elle vivait chez nous, mais elle était cachée. C'est nous qui la protégions du système. Elle ne sortait que la nuit avec un masque et tout. Et c'est avec elle que j'ai appris les déguisements, ma chère tata Gertrude Homoc. Donc c'était sous le président Biya. Et jusqu'aujourd'hui encore, vous vous rendez compte qu'il y a un double discours. On vous dit, il n'y a pas très longtemps, j'entendais dire, oh non, vraiment, le Cameroun, c'est une terre de liberté. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent parler. Ben non, on a encore qui est couché à la morgue, là. Martinez Zogo. On a des gens qui ont été tabassés au Cameroun, qui ont failli traîner des handicaps toute leur vie. Paul Chouta, vous l'avez vu, avec un œil complètement défiguré et tout, laissé pour mort. Hein, c'est quoi son crime? C'est un crime d'opinion, il a donné son opinion. On l'a ramassé, les polices politiques de notre pays l'ont ramassé et on lui a appliqué. Voilà, on va prendre Armel avec nous. Allô Armel? Allô Armel? Allô? Oui Armel, vous Oui, m'entendez? oui, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien Armel? Oui, ça va. Et D'accord. bonsoir à tous les participants. Mhm. Vous pouvez juste baisser votre volume parce qu'on entend en écho un peu ce qu'on se dit là. Ok, C'est bon je pour pense que vous? c'est... Oui, Mhm. Voilà. c'est fait. Donc vous serez avec nous durant tout le temps. Hein. Ça va pas être un monologue. Vous pourrez intervenir quand vous avez quelque chose à dire immédiatement, sans Oui, autre. Voilà. Donc on va faire ça comme ça pour que ce soit plus fluide. Donc, d'accord. on a un double discours. Le double discours, c'est lequel? C'est de faire croire que, bon, au Cameroun,
on n'est pas inquiété pour ses opinions, c'est faux. Jusqu'à présent, on est inquiété pour ses opinions au Cameroun. On a un corps qui est là, celui de Martinez Zogo. On a des gens qui ont été violentés au Cameroun, qui ont été menacés de mort, des journalistes qui ont été tués pour leurs opinions, parce qu'ils disaient des choses qui ne plaisaient pas. Et même jusqu'aujourd'hui, je vous en parlais il y a quoi, il y a 2 semaines, ce type du RDPC qui est venu me proférer des menaces en direct, bon, ça m'a fait rigoler. Vous savez très bien que ces choses-là, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais ça vous montre quand même la mentalité. Parce qu'on avait un débat d'idées, il arrivait à me dire, hein, en direct, écrit sur la toile. Il m'a dit que oui, comme tu ne veux pas écouter ce qu'on dit, on va devoir t'enterrer. Vous voyez, donc ce type-là, bon, moi je lui en veux pas, c'est un frère. Hein, moi je suis pas pour qu'on développe des haines, ça sert à rien. Nous sommes un même peuple, on sera obligé de faire ensemble si on veut que le Cameroun reste le Cameroun. Maintenant, s'il y a certains qui pensent que ça doit être leur propriété à eux seuls, bon, on va aller vers des schémas de partition du Cameroun. Quand j'entends par exemple dire non, après le père, ça va être le fils ou un cousin ou un machin, je dis, ben, il n'y a pas de problème. Ça va être le père, le fils ou un cousin, mais dans son village. Vous voyez, la vision qui est la mienne, ça va être dans son village, et comme ça, chacun pourra construire son bout de Cameroun là où il est, et puis il n'y aura plus de Cameroun en l'état comme on le connaît sous la forme actuelle. Donc voilà, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas eu d'avancée à ce niveau-là. C'est de façade. Les gens disent beaucoup de choses. Même quand on regarde les débats qui ont eu lieu la semaine dernière, sur les différents plateaux, on comprend très bien que la parole est muselée. Moi, j'ai vu des plateaux, il y avait une seule voix contestatrice entourée de 4-5 personnes qui étaient tous du même bord, disant tous la même chose et faisons tout pour étouffer la voix contestatrice. Donc c'est assez éloquent quand vous regardez ça. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un dessin, vous comprenez tout de suite que, bon voilà, c'est pas une république où on accepte la contestation. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Hein. Donc s'il faut attenter à la vie des gens parce qu'ils disent ça, mais voilà, que les gens fassent ce qu'ils ont à faire. Mais c'est la vérité. Donc, sur le plan démocratique et des libertés, je fais ce constat aussi hein, en termes de bilan. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de déclarations, mais ces déclarations ne sont pas en convergence ni en adéquation avec la réalité. La réalité, elle est tout autre. Sur le plan même de la sincérité des élections, des votes et tout, nous savons aujourd'hui que le RDPC, c'est une formidable machine à gagner. Bon, alors soyons honnêtes, c'est le seul parti qui s'est ramifié dans l'ensemble du territoire national. Ils y ont travaillé et ce n'est pas tout à fait un hasard. Quand vous avez une concentration du pouvoir entre les mains d'une personne, c'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a un tel alignement de planètes qui ferait rêver à n'importe quel chef d'État de pays du monde. Donc on a le palais de l'Assemblée nationale, on a le Premier ministre, on a la présidence de la République, tout s'est concentré entre les mains d'une personne, le Sénat, puisque au Cameroun, le président nomme même les sénateurs. Donc, on a tous ces pouvoirs qui sont concentrés entre des mains. Ça fait quoi ça produit un formidable levier pour le président pour pouvoir acheter et faire ses courses politiques, nommer des gens qui par la suite vont faire dans la massification du parti. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, le RDPC, il est partout. En toute honnêteté, il est difficile de gagner ce parti. Sur une base électorale au Cameroun, pas parce qu'ils ont un bilan qui est enviable, non, mais c'est qu'ils se sont organisés à avoir une formidable machine à gagner. Et aujourd'hui, en phase 2, ils se sont arrangés à phagocyter même la contestation. Même la contestation, j'entendais dire cette semaine par des ministres qui sont allés sur les plateaux, oui, c'est pas la faute du président, parce que quand il nomme des ministres, c'est pour qu'ils travaillent. C'est le père Bargagélé, le patron de la police nationale, qui a ouvert le bal avec, en critiquant l'état des routes et tout. Moi, j'ai souri. J'ai souri parce que je sais au fond de moi que lui-même ne pense pas ce qu'il dit. Mais il faut le dire quand même. Mais lui-même ne pense pas ce qu'il dit. Tout au Cameroun est polarisé sur la présidence de la République. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une instruction qui vient du palais, rien ne se passe. Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. Je crois, c'était en 2003 ou 2004, cherchez bien, vous verrez en quelle année le père Bargagélé est devenu patron de la police. Il était à l'époque ambassadeur en Espagne.
Et il a été appelé au Cameroun en consultation. Il a passé 1 an au Cameroun. Donc, il est ambassadeur en Espagne, mais il habitait au Hilton pendant 1 an. Et 1 an, qu'est-ce qu'il attendait? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères ne l'a pas reçu après avoir eu des instructions du président? Lui dire ce qu'il avait à dire et qu'il reparte. On l'a maintenu pendant 1 an au Cameroun. Le président va vous recevoir, le président va vous recevoir. Il a attendu pendant 1 an. Et il ne pouvait pas bouger. Ouais, parce que quand le président Biya vous appelle, vous êtes plus libre de vos mouvements. Moi, je me suis retrouvé parfois au palais, vous arrivez, vous avez votre programme, un vol à prendre. Si on ne vous reçoit pas dans les temps, vous n'avez pas la possibilité de vous lever et partir. Hein? Ah oui, parce que si ces gens-là, ils ne comprennent pas, quoi. Pour eux, c'est un refus de faire allégeance et tout. Donc, le père Bargagélé, il a passé 1 an au Cameroun, alors qu'il était ambassadeur de plein exercice en Espagne. Et c'est à l'issue de ça qu'il a été nommé patron de la police nationale du Cameroun. Donc, il est le mieux placé que quiconque pour savoir que rien ne bouge au Cameroun si l'ordre ne vient pas de la présidence. Et les choses s'empirent davantage par le fait qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Parce que s'il y avait au moins des conseils ministériels, on pourrait dire on voit le président 1 fois par semaine, et 1 fois par semaine, il donne les directives, et tout le monde se calque sur ces directives. Donc, comme il n'y a pas de conseil de ministres, ben, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'initiative qui est prise par personne. Même le ministre Famé Nongo, je l'ai entendu dire ça, que non, vraiment, le président nous donne la latitude de travailler, maintenant c'est chacun à son niveau qui devrait faire le boulot. Mais lui aussi, il raconte des cracks, et il le sait. Je vais vous prendre un exemple. Posez-lui la question au ministre Famé Nongo. L'histoire des ordinateurs, est-ce que l'argent est rentré dans sa poche? S'il vous dit oui, c'est qu'il vous ment. C'est qu'il vous ment. Parce que à peine cette histoire a été actée, il faut offrir des ordinateurs, il sait d'où il a reçu un coup de fil pour lui dire, bon, c'est pour moi, tu touches pas. Et donc le pauvre, moi je l'ai vu assumer, prendre la foudre de tout le monde à l'époque et tout, il prenait la foudre de tout le monde, pourtant c'était pas lui le coupable. Donc à partir du moment où les choses se passent de cette manière, c'est-à-dire que tout est polarisé sur la présidence, je vous le dis, n'essayez pas d'aller faire quelque chose au Cameroun en vous disant j'ai un ministre et tout le ministre. Ils n'ont pas de pouvoir, ils ont qu'un pouvoir de façade. C'est pour ça qu'ils multiplient les petits larcins, des petits tours de passe-passe pour se faire un peu d'argent. Mais sur les vrais dossiers, aucun ministre ne décide au Cameroun. Tout vient du palais. Vous voulez un autre exemple? Récemment, il y a eu cette histoire de messe initiée par un ministre de Biya, je ne sais plus lequel, qui a dit, bon, il va faire une messe d'action. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a aussitôt remonté les bretelles de la présidence de la République. Et c'est qui a appelé? C'est le directeur de cabinet du président qui a appelé pour le mettre au pas. Donc ça vous dit que ces gens n'ont pas de latitude de faire ce qu'ils veulent. C'est complètement faux. Donc on a un pouvoir qui est concentré vraiment au palais. Rien ne se décide au Cameroun si vous n'avez pas l'aval du palais. Rien, je vous le dis, et je vous parle d'expérience. Donc, cette polarisation du pouvoir est une polarisation qui n'a malheureusement pas porté de fruits, parce que du coup, on est sur un système qui est inerte, il n'y a pas grand-chose qui bouge, hein. Tout est là, quand le président est en Voméca, ou quand il trouve qu'il sera bien en Suisse, à Genève, et bien il va à Genève, et puis il n'y a rien qui se passe. Donc les pauvres mecs qui s'ennuient, d'ailleurs, ça peut être l'un des justificatifs des nombreux détournements qu'on déplore dans notre pays, de dire que ouais, on détourne l'argent, c'est l'ennui. Ces ministres se défendront plus tard, quand on passera à la Troisième République. Ils pourront nous dire ça, hein. Vous entendrez des versions hein, dans des tribunaux, que non, vraiment, on s'ennuyait, on n'avait rien à faire, donc oui, ouais, parce que vous ne pouvez pas décider. Tout vient d'en haut, et quand le haut ne vous a pas donné d'instruction, vous êtes tranquille, vous ne faites rien. Donc, le peu de petite marge de pouvoir que vous avez, vous l'utilisez pour vous. Hein? Mais je ne pense pas que c'est une mauvaise idée de faire croire aux gens que ce qui ne marche pas au Cameroun ne marche pas parce que les ministres ne sont pas compétents, parce que non. Ça ne marche pas parce que le président est un président qui est inerte et parce que c'est un président qui est contre toute idée de progrès de notre pays. Parce qu'il a hérité d'un pays prospère. Je vous ai dit d'où on est parti. Alors comment on part de ça à détruire quasiment tout notre tissu industriel qui s'était construit, hein, et à quelle vitesse en plus? À quelle vitesse? On avait toutes ces sociétés-là, au temps d'Aïyo,
Et puis, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces sociétés? Elles ont fermé les unes après les autres. On a ces Lucam qui étaient pourtant des pourvoyeuses d'emplois. Aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est lequel? C'est qu'on a 30 millions d'habitants. Sur 30 millions d'habitants, à peine 1,1 million ont un salaire tous les mois. Hein, je parle des chiffres réels. 754 000 du secteur privé, 320 000, je crois, du secteur public. Voilà, sur 30 millions d'habitants. Il n'y a qu'un million à peine qui ont un salaire tous les mois. Les autres ont fait quoi d'eux? Ça veut dire que dans l'ordre des priorités, l'industrialisation, c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et donc, on ne peut pas se permettre de fermer des usines, des entreprises dans un pays où il y a un chômage de masse qui ne peut être réglé que par l'industrialisation. Donc voilà, on a reculé surtout à l'époque, on avait de l'énergie à volonté. Nous, quand on était gamin, moi, j'avais jamais entendu parler de délestage. Hein, on avait du courant électrique à volonté. Tout ça est arrivé avec la gouvernance du président Biya, tous ces problèmes, de laisser tomber en rade tout notre plateau technique, producteur d'électricité. On est plutôt allé de libéralisation en libéralisation qui a apporté aucun résultat. Parce que moi, je préfère encore largement le temps de la Sonnelle. Oui, au temps de la Sonnelle, on avait quand même le courant. Cette Sonnelle finançait le social en entretenant des associations sportives. On a connu le volley au Cameroun, le volleyball a émergé grâce à quoi? Grâce au club comme Sonnelle. Volleyball, financé par qui? Par la Sonnelle. Hein, vous voyez, un tout petit peu. Tout ça, aujourd'hui, est passé, a disparu complètement. Donc, à ce niveau aussi, je pense qu'on ne peut pas parler d'un satisfecit. Hein. Sur le plan économique, c'est un désastre. Le Cameroun a reculé. Au niveau des mentalités, au niveau de la morale publique, il n'y a plus de morale aujourd'hui. Bref, quand je vois le président Biya, j'ai du mal à trouver des compliments, j'ai du mal à trouver quelque chose à dire. Peut-être qu'à titre personnel, je dirais que c'est quelqu'un qui a été un formidable manœuvrier. Mais je ne sais même pas si c'est un compliment, mais un formidable manœuvrier qui a vendu l'image dans l'imaginaire populaire que, bon, voilà, moi je suis un type bon, mais ce sont mes collaborateurs qui sont mauvais. Bon, ils sont tellement mauvais, la preuve, je ne les change pas, quoi. Hein, je les garde. Vous vous rendez compte, de 2019-2024, ça fait 5 ans qu'on a les mêmes gens dont on se plaint tous les jours, mais ils sont au pouvoir, ils ne bougent pas. Et puis on va nous dire que la personne qui est nomme, lui, il est bon. Ce sont ces gens qui sont mauvais. Il y a un problème. Hein. Moi, je parle tout le temps du suffrage universel ici. Celui qui passe un pacte avec les peuples du Cameroun, qui vient solliciter le suffrage, c'est le président Biya. Ces équipes, on ne les connaît pas. À la limite, ils n'ont même pas de compte à nous rendre. C'est lui qui a les comptes à nous rendre, le président Biya. Donc voilà, on va arrêter ce petit couplet-là, sur lequel le RDPC a déjà commencé à préparer sa campagne à venir, s'il y a élection. Ils ont leur nouveau couplet là, parce que j'ai vu là, éléments de langage, toute cette semaine-ci, tous les pontes du pouvoir qui ont fait des sorties, ils sont tous sur le même gimmick. Oh non, mais quand le président nous nomme, après si les gens ne font pas le travail, non, si vous êtes entendu pour parler comme ça, sachez que ça ne passera pas. Et il n'y a que les gens qui ne connaissent pas comment ça marche, qui vont croire à de telles fadaises. C'est complètement faux. Vous n'avez aucun pouvoir, la vérité c'est ça. C'est que les ministres, même les gens qui veulent travailler au Cameroun, on a vu souvent comment ils sont récompensés. Ils sont récompensés par une mise à l'écart, pure et simple. Et avec une récompense des médiocres et une récompense des mauvais. Donc c'est comme ça que ça marche au Cameroun. Alors, Armel. Oui. Alors, tu es avec nous, tu as peut-être, tu m'as écouté un peu jusque-là, tu as peut-être des choses à rajouter ou à contester. On t'écoute. Non, je pense que j'aurais difficilement des choses à contester parce que quand on regarde ce bilan, en fait, quelque part, on peut même dire qu'il se passe de tout commentaire positif, je veux dire, parce que le bilan est très éloquent, il est chaotique, il est destructeur pour ces gens et on ne comprend pas, en fait, cette indécence et cette déconnexion qui caractérise l'élite et la gouvernance qui mène là-bas du Cameroun. Parce que quel qu'en soit l'aspect qu'on peut considérer, que ce soit le social, l'éducation, la justice,
le service public, l'emploi, la santé, le transport, l'infrastructure même en général, le côté sécuritaire, la vie chère, l'eau, l'électricité, l'état de droit, comme tu l'as si bien dit. Voilà, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas. En fait, les gens n'ont pas le droit d'exprimer leurs opinions. Et ceux qui le font en général au péril de leur vie. Voilà. En 2024, on a encore peur, en fait, de s'exprimer librement au Cameroun. Et on ne peut que déplorer cet état de choses. Et c'est complètement surréaliste de voir aussi que pendant que des gens célèbrent ce soi-disant anniversaire, la veille, il y a eu le double éboulement sur la route de Tchang et les familles là-bas se démenaient à fouiller les décombres dans l'espoir peut-être de retrouver des survivants. Mais ça ne transparaît même pas dans les discours de ces gens. Ils sont à célébrer, à festoyer et c'est vraiment déplorable. C'est déplorable parce que ça donne une image complètement destructrice vraiment de notre pays, de voir qu'on a des gens qui sont au pouvoir, mais en fait qui sont complètement déconnectés et qui n'en ont rien à cirer du quotidien des Camerounais. Donc, on ne sait pas, en réalité, quand on les observe, quand on écoute leurs discours, ils sont plus préoccupés à garder leurs privilèges, à se maintenir au pouvoir pour conserver leurs privilèges, plutôt que d'améliorer le quotidien des Camerounais. Or, nous, Camerounais, nous avons des comptes, ils ont des comptes à nous rendre. On doit leur demander ce qu'ils font des ressources du pays, comment est-ce que le pays est dirigé. Quant à ceux qui disent que le président n'est pas responsable, c'est plutôt ceux qu'ils ont nommés, mais ce sont ses collaborateurs. Il a toutes les manettes parce que l'exécutif au Cameroun est tellement volubile, hyper puissant, qu'il écrase tous les autres pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité. Parce que la justice est aux ordres, l'Assemblée nationale, c'est une caisse d'enregistrement des projets de loi du gouvernement. L'opposition est presque inaudible à l'Assemblée nationale et il n'y a pas de contre-pouvoir. Les journalistes même sont muselés, ils travaillent dans la terreur. Donc, la société civile, bon, je vous épargne même oui, de tous ces détails. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il est responsable. C'est lui qui a mis cette gouvernance en place. C'est lui qui était supposé, en fait, mettre sur pied aussi des systèmes de contrôle, oui, de ses collaborateurs pour veiller à ce que les instructions données, oui, soient effectivement appliquées et vérifier que les résultats sont là. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas de bilan en réalité. Le Cameroun a plutôt reculé. Ça va tellement mal qu'on ne sait même pas par quel bout prendre les choses. Donc, le bilan est mauvais. Il est catastrophique. Il faut être vraiment foncièrement de mauvaise foi pour défendre un tel gouvernement, pour défendre une telle élite. Et nous espérons que les choses vont bouger au Cameroun d'une manière ou d'une autre. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ouais, il fera beau au Cameroun, Aurora. Il n'y a même pas, il y a pas à réfléchir dessus. Vous avez parlé tout à l'heure de la justice. Je n'ai même pas osé évoquer ce côté-là parce que c'est honteux, quoi. C'est honteux ce que nous voyons là-bas aujourd'hui en guise de justice. Bref, on a un délitement global de l'ensemble de la société. Et ce délitement global de l'ensemble de la société n'augure rien de bon pour l'avenir. Moi, j'ai envie de dire que le président Biya a réussi une seule chose, de détruire ce qu'il a trouvé. Ouais. S'il y a quelque chose de positif qu'il faut y mettre à son compte, c'est ça. C'est de dire que bon, il a trouvé un pays qui avait amorcé les chemins du développement, qui allait être un pays émergent prometteur. Et donc, il a réussi à détruire ça. Voilà. Ça, c'est sa principale réussite au vieux. Il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Et le dire, c'est pas qu'on est habité par la haine. Non.
Le dire, c'est simplement dire la vérité. Sinon, on vient faire comme tous les autres laudateurs, les turiféraires du système qui vont dire des choses auxquelles eux-mêmes ne croient pas. Je vous ai pris ici des exemples qui montrent que eux-mêmes, ce qu'ils disent là, ils n'y croient pas. Et demain, je vous mets au défi, vous les entendrez dire que non, vraiment, est-ce qu'on pouvait parler autrement? Hein, on était coincés. Mais vous verrez que la critique de ce système sera plus sévère encore par les gens qui sont là aujourd'hui à jouer ces jeux-là et tout, que nous autres. Et peut-être qu'en ce moment, c'est là qu'un hommage nous sera rendu, parce qu'on se rendra compte que c'était nous qui aimions réellement ce vieux-là. Oui, pas ceux qui font semblant d'être avec lui et qui lui racontent des conneries à longueur de journée et qui vont être les premiers à le régner. On sait ce qu'ils disent en off, quand ils sont en off. On sait tous ce qu'ils disent. Hein. Même ceux qui sont autour de lui, on sait. Hein. Bon, mais bref, ça, c'est même pas notre problème, c'est leur sujet. Donc, chacun fait comme il entend. Donc, allez, globalement, sur toutes les questions que vous avez évoquées, moi, je vous rejoins. On n'a pas eu beaucoup de succès. Hein. Rendez-vous compte que même sur le plan de vie sportif, où on a eu quelques embellies, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde 90, le Cameroun a commencé à émerger. On aurait pu créer un formidable vivier, un pôle d'excellence footballistique dans notre pays avec les retombées de ces belles prestations-là. Mais qu'est-ce que ça a donné? Vous voyez à quel niveau nous sommes aujourd'hui? À la traîne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun secteur au Cameroun qu'on peut prendre aujourd'hui et mettre comme porte-étendard, dire, bon voilà, vraiment cette gouvernance, elle a bien travaillé, voilà tel secteur qui a émergé. Peut-être qu'on a notre Silicon Valley du côté du nord-ouest ou du sud-ouest camerounais. On n'a rien. Moi, je veux bien qu'on me cite un seul exemple de secteur ou d'activité qui a été lancé au Cameroun sous notre gouvernance actuelle, qui est en train de prospérer, qui est en train de marcher. Il n'y en a aucun. Je dis, ce qu'on a réussi, c'est détruire ce qui était existant. On n'a pas pu le conforter. C'est de chasser les Camerounais, oui, parce que tous les Camerounais qui vont à l'étranger, ils sont chassés du Cameroun. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Ils sont chassés parce que si vous prenez un génie, vous prenez un talent, vous l'ostracisez. Hein, j'aime bien emprunter cette figure footballistique, hein, cette métaphore footballistique. Vous prenez Lionel Messi, vous lui dites, bon, tu vas rester assis au banc pendant qu'il y a des gens moins talentueux que lui qui jouent. Ben, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, son génie affamé de victoire va commencer à se mourir. Alors, s'il lui reste un petit sursaut d'orgueil et tout, ben, il va se dire, ah, qu'est-ce que je fous là au banc? Je vais aller ailleurs où on peut m'utiliser, ailleurs où on peut reconnaître mon talent. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont ostracisé les gens qui peuvent apporter des solutions. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que tous les gens qui sont dehors, c'est les seuls talents du Cameroun. On en a aussi au Cameroun. Parce que vous savez, ces gens, ils sont très forts dans créer des confusions et tout. De là, est-ce qu'on change que non, voilà, il dit qu'il n'y a que dans la diaspora. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a beaucoup de talents camerounais qui ont été chassés du Cameroun parce qu'on les a ostracisés et qui ne se sont pas résolus à accepter le destin qu'on leur proposait, celui d'être des couilles molles, des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent et de pouvoir montrer leur génie individuel. Donc voilà les choses que nous avons réussi. Moi, je trouve que c'est un bilan qui est catastrophique, franchement. Et je ne suis pas la personne la plus dure hein, vis-à-vis de ce régime, je vous le dis. Hein, parce que je vous dis toujours que, bon, malheureusement, nous y avons des familles. Donc, on ne va pas les jeter, ces gens-là. Mais ils ont tout échoué. Franchement, tout échoué. On nous a créé une élite de villageois. Excusez-moi le terme, ça n'a rien à voir avec nos valeureux parents qui vivent dans des campagnes de manière très digne, en faisant de l'agriculture. Ces villageois, le terme de dit, des ploucs, quoi. Qu'on nous a mis au sommet de l'État, des gens qui découvraient les ors du pouvoir, et puis qui sont mis à faire quoi? Mais qui sont mis à commettre que des abus, quoi. C'est-à-dire un type, il est président d'un tribunal ou procureur, il fait mettre des gens en mandat de dépôt parce qu'on lui a refilé une petite enveloppe de 50 000 francs CFA. C'est ces gens qu'on appelle l'élite camerounaise aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Non, je pense qu'on est sur un échec, mais les gens ne mesurent même pas encore la profondeur. Moi, je dis tout le temps ici qu'il faut oublier les schémas d'alternance au Cameroun sous le prisme démocratique. Et les gens ne comprennent pas.
Il y a plein qui ramènent leurs fraises. Il me dit, ouais, mais tu dis ça, c'est quoi le meilleur? Je vous le dis, d'autorité. Ce pays est un pays à rebâtir de A à Z. Et pour le rebâtir de A à Z, il faudra de l'autorité. Il n'y a pas un civil qui peut mettre ces gens-là au pas, au niveau de pourriture où le pays est. Il faudra dicter, il faudra des gens forts. Donc, passer au moins par une transition de 10 ans. Je dis bien au moins une transition de 10 ans pour remettre le pays dans les rails. Regardez tous les pays qui ont eu un sursaut et qui se sont remis à tutoyer leur lustre d'antan. Qu'est-ce que vous verrez avec tous ces pays? Je prends le cas du Rwanda. C'est qui le président du Rwanda? C'est Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il faisait avant? C'était quoi son profil? Patron des services. Donc, vision à 360 degrés du pays. Il n'y a qu'un type comme ça qui pouvait redresser le Rwanda. Ah oui, ou un type ayant au moins le même profil. Vous donnez ça à un civil, il ne comprendra rien de ce qui se passe. Il y aura un tel niveau de bordel qu'il ne s'en sortira pas. Prenez la Russie, qui commence à se déliter sous Estine, Boris. Si vous ne prenez pas un gars du FSB et vous le mettez à la tête de la Russie, aujourd'hui, ce ne serait plus une puissance mondiale. Ils auraient déjà tout vendu et tout, hein, à la faveur de quoi? La démocratie, le pouvoir civil et tout. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de rêver. Ce pays est dans un tel état de pourriture qu'il va falloir, je dis bien, une parenthèse rectificatrice de moins 10 ans. Et 10 ans même, je suis généreux. Il faudra une parenthèse rectificatrice longue afin de ramener les cerveaux à l'endroit. Parce que pour l'instant, c'est un vaste exil psychiatrique. Le Cameroun que vous voyez là. Vous voyez des gens marcher, mais c'est de la folie douce. C'est tous des fous. On vous dit qu'on coupe le courant, vous ne les entendez jamais manifester pour dire que bon, on nous a coupé le courant. Mais dès qu'on dit qu'on augmente le truc de la bière, vous avez des gens qui se mobilisent. Vous pensez que c'est des gens normaux qui pensent comme ça? Non, ce n'est pas des gens normaux. Donc il va falloir remettre le cerveau à l'endroit. Il faut pour ça beaucoup d'autorité. Et cette autorité ne peut être assumée que par des gens qui ont cette formation, qui ont la formation pour dicter, dire, bon voilà, ça se passe comme ça, demain tout le monde, 7 heures, lever les drapeaux, tout le monde est là. Celui qui n'est pas là, il arrive 50 coups aux fesses, devant tout le monde. C'est ça qu'il faut au Cameroun aujourd'hui. Là, les gens vont se remettre à réfléchir autrement. Comme le cerveau est allé un peu vers l'avant, il va revenir à l'endroit, à l'arrière. Et quand on aura tous les cerveaux revenus à la bonne place, à ce moment, on pourra envisager en se disant, bon, est-ce qu'on a un niveau d'instruction suffisant pour tout le monde? Oui. Est-ce que tout le monde mange à sa faim? Oui. Tout le monde a un travail? Oui, tout le monde a un travail. Tout le monde peut se soigner? Oui, tout le monde peut se soigner. Alors, quel est l'état de la nation sur le plan de la moralité, de la mentalité? Non, il est bon. Ok, en ce moment, maintenant, on va se dire, bon, voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat? Est-ce qu'il peut y avoir de la démocratie? En ce moment, on pourra penser à ces schémas-là. Pour l'instant, ça ne nous apporte rien. J'entends les gens se perdre dans les faux débats de souveraineté, mais quelle souveraineté? On vous prend un Camerounais, on met à la tête du pays, il détruit le pays. Si demain, nous, on va prendre un blanc, on lui dit, bon, toi, tu es à la tête du Cameroun et tu construis le Cameroun, vous allez préférer quoi? Le Camerounais parce qu'il est un Camerounais qui détruit le pays ou un étranger qui vient et qui fait le travail, qui fait le boulot? Qu'est-ce que vous avez préféré? Donc, il faut sortir de ces faux débats dans lesquels on enfonce les gens parce qu'on sait justement que c'est grâce à ces débats qu'on va les maintenir en situation hein, voilà. Il y a René Calvin qui dit le Cameroun a effectivement plongé de manière désastreuse. Il n'y a aucun espoir avant l'éviction du régime actuel dans sa globalité. Ben, tout à fait, on est d'accord. Qu'est-ce que le vieux va faire aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire en 42 ans? De vous à moi, dites-moi. Il y a 42 ans, il avait toute l'énergie, il avait toute la vigueur, il a hérité d'un pays où il y avait tout. Il suffisait même pas, il fallait même pas qu'il soit un génie. Il fallait juste que, bon, allez, il y a déjà les pas qui sont faits. Il fallait juste qu'il suive le tracé des pas qu'Aïdio a fait. Et puis, voilà. Il fallait même pas qu'il soit un génie, hein, qu'il fasse juste ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pu rien faire. Au moins, il avait de la vigueur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui qu'il n'a pas pu faire en 42 ans? Qu'est-ce que cette gouvernance-là peut nous offrir? Rien. Rien. Il faut qu'on arrête de rêver. Et tout. Bon, maintenant, c'est aux Camerounais de prendre leur destin en main. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui pensent qu'on peut faire des omelettes sans casser les œufs. Des gens qui pensent que du jour au lendemain, leur destin va changer sans qu'ils ne mouillent le maillot. Des gens qui refusent de mettre les mains dans le cambouis. Regardez, j'ai vu dernièrement l'élection américaine.
Il y a un type qui s'appelle Elon Musk, milliardaire américain, qui n'était pas d'accord, pourtant démocrate à la base, mais qui n'était pas d'accord avec les valeurs que ces gens étaient en train de promouvoir dans la société. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais à quoi sert mon argent? L'argent ne doit pas, l'argent pour l'argent, ça ne doit pas être une quête. C'est quoi ces trucs-là de villageois? Une fois de plus, encore, je redis le mot villageois, et là, c'est à l'attention de tous ces gens qu'on a enrichis au Cameroun, qui ont un rapport passionné à l'argent, qui c'est leur petit doudou. Oh, mon argent, il ne faut surtout pas qu'il sorte, et tout, et tout. Hein? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont conscience que les choses ne marchent pas. Alors, à quoi sert leur argent s'ils ne peuvent pas l'utiliser pour euh, financer l'émergence d'une nouvelle société? À quoi? Regardez Musk. Hein? Il était démocrate, il n'était pas d'accord avec les valeurs. Il a vu un type qui est venu, qui a commencé à dire, mais non, moi si je suis là, je vais changer ça. Il a fait quoi? Il a soutenu le type. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. En une journée, sa fortune a fait un bond de 26 milliards de dollars. Vous comprenez ça? Ça s'appelle d'abord du patriotisme, parce que je ne suis pas sûr qu'il a fait parce qu'il attendait que sa fortune fasse un bond de 26 milliards. Il a fait par pur patriotisme. Il s'est dit, ça doit servir à quelque chose d'argent. Regardez aujourd'hui, même tout le désordre qui est organisé dans le monde, il est financé par des milliardaires. Vous avez entendu parler de l'Open Society, de George Soros? C'est un type qui a gagné beaucoup d'argent et qui utilise son argent aujourd'hui, qui met son argent au service d'idéologies qui lui sont proches, des valeurs qu'il veut promouvoir. C'est ça, un milliardaire. C'est pas nos piques-assiettes que nous avons là, hein, rempli chez nous. Là, on dit, ah ouais, tel, oh putain, c'est une grosse fortune, il est dans le classement Forbes. Et puis sa fortune n'impacte en rien la vie de la collectivité. Il n'y a aucun pays africain aujourd'hui, de ce que je regarde, si vous mettez l'Afrique du Sud à part, de côté, et peut-être certains pays du Maghreb, aucun pays en Afrique noire aujourd'hui qui soit un pays, je mettrais le Rwanda aussi de côté, parce que c'est vraiment c'est notre modèle là-bas, c'est des gens qu'il faut aller regarder, voir ce qu'ils font, s'inspirer de ce qu'ils font. Hein, peut-être ça peut donner un coup de boost à tous les autres pays africains, mais quand je regarde les autres, on vous dit le Nigeria, c'est une grande puissance économique. Pour moi, c'est pas une grande puissance économique. Avoir quelques bonhommes multimilliardaires avec une masse de gens qui ne sont pas capables de se nourrir, capables de se soigner quand ils ont mal. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un grand pays. Un grand pays, c'est la France. Vous voyez? On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est ça les grands pays. Parce qu'on œuvre pour qu'il y ait une moyenne pour tout le monde, à laquelle tout le monde a accès. On crée de la valeur pour que cette valeur soit partagée. C'est ça la grandeur. La grandeur, ce n'est pas d'avoir un type qui a le courant chez lui et puis tout autour de sa maison, c'est le noir. Vous avez déjà survolé un pays africain la nuit en avion? Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes en Afrique. Hein. Dès que vous tapez un coup d'œil sur le hublot, vous regardez, vous savez, ah là, on survole l'Afrique. Obligé. Pourquoi? Parce que de temps en temps, vous voyez un point de lumière quelque part, un point de lumière quelque part, et tout autour le noir. Voilà. Et quand vous arrivez, vous approchez Charles de Gaulle, je ne sais pas moi quel aéroport, Heathrow, ou je ne sais pas moi quel aéroport européen, au lever du jour, vous voyez la chose qui vous dit que vous êtes en Europe, c'est illuminé partout. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui permettent de fixer les idées, de savoir qu'on a tout faux ou qu'on a tout vrai. Donc, voilà, chers amis, je dis qu'on ferait 1 heure, donc voilà, on a fait 1 heure, et puis c'est bon. Il y a Kléber qui est là. Bonjour Morgane, est-il raisonnable de penser que M. Biya serait plus qu'en déclin cognitif, qu'une clique conspire pour le cachot camerounais? Qu'en penses-tu? Mais je l'ai dit ici, on a fait des directs ici où je l'ai dit. Hein. Mais encore une fois de plus, ce n'est pas ces gens qu'il faut en vouloir. C'est celui qui les a fabriqués. Hein. Le ministre Mohamed Ndongo, il disait souvent qu'il est une créature du président Biya. Donc, ça veut tout dire. Donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc voilà, les choses sont comme ça, il y a bien un responsable. Il y a quelqu'un qui dit nos milliardaires sont à 95% des prêtres. Non, c'est l'argent de prévarication de la fortune publique. Je suis d'accord, mon cher Cameroun, mon pays. Je suis d'accord, c'est exactement ce que nous avons. Parce que si on avait des vrais milliardaires, c'est-à-dire... Parce que si on dit l'argent sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si
ce dernier ne peut pas être au service de causes nobles, de causes qui concourent. Il faut partager. Vous voyez tous ces gens-là, les Bill Gates, les Warren Buffett et tout, vous apprenez que bon, ils ont renoncé à toute leur fortune, ils ont gardé 10% ou 15% de leur fortune. Pourquoi ils font ça, à votre avis? Parce que quand gagner toujours de l'argent devient une quête, mais vous êtes en esclavage. Vous êtes en esclavage, d'abord c'est une énergie, l'argent. C'est une énergie. Hein? On l'utilise pour régler des problèmes. Ça ne doit pas devenir une quête de vie. Personne n'a intérêt avec de l'argent. Hein. Personne. Donc, s'il vous plaît, dépassionnons un peu le débat. Il y a des gens qui vivent sans cet argent-là. Et qui vivent quand même. Et bien, pour certains. Il faut être comme nous autres qui avons parcouru la planète entière. Où je me retrouve dans une ville, au Mali, à Caille, tombé en panne, à dormir à la belle étoile, et puis il y a un type à côté, mais le mec il prend son pied, il est couché sous son arbre, de temps en temps il se fait son thé, et toi rien à en vouloir à toi avec ton gros Homer, c'est pas son sujet. Donc voilà, il faut que on revienne à des meilleurs sentiments, à plus de sagesse, ce serait quelque chose de bien. Voilà, les amis, merci beaucoup pour ce temps de partage que nous avons eu ensemble et je souhaite qu'on se reparle souvent comme ça, sur des thèmes positifs. Hein, parce que de toutes les façons, tout le monde sait déjà que bon, ça ne marche pas au Cameroun, donc franchement, il n'y a rien de nouveau à redire. Maintenant, si on peut évoquer le Cameroun sous le prisme de solutions, des choses à apporter, en attendant qu'il fasse beau, parce qu'il va faire beau bientôt au Cameroun, ben, je pense qu'il faut peut-être donner cette orientation en communication. D'accord? Bon, et maintenant, à tous les gens qui viennent faire des critiques, moi je suis ouvert au débat. Hein. Je ne dis jamais non à un débat d'idées, donc vraiment, ne venez pas écrire des faux commentaires sur des vidéos. La plupart sont envoyés et tout et tout. Venez au débat direct, moi je suis ouvert. Je mets quiconque à défi de m'inviter à un débat courtois, un débat républicain, et auquel je me déroberai. Je ne me dérobe jamais à un débat d'idées. Voilà. Donc venez au débat et arrêtez plutôt de reprendre des idées reçues ou vos fantasmes en guise de vérité. Ce n'est pas des vérités, vos fantasmes. D'accord? Celui qui a à redire, c'est ce que je dis sur mes proses et tout, qui viennent et puis on débat. Et si il a tout à fait raison, je lui dirai qu'il a raison parce que moi je ne considère pas que j'ai la science infuse. D'accord? Merci bien les amis. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Et puis une bonne semaine, un bon début de semaine. À bientôt.